Le 9 décembre 1965. On est en pleine guerre froide, les yeux sont rivés vers le ciel, à la fois par fascination pour la course à l'espace, et puis aussi par crainte de ce qui pourrait en tomber. Et ce soir-là, justement, quelque chose est tombé. Et pas discrètement. Des milliers de personnes dans 6 États américains, et même jusqu'en Ontario au Canada, ont vu une boule de feu vraiment flamboyante zébrer le ciel. Pour notre analyse aujourd'hui, on a une série de sources qui documentent l'un des cas d'OVNI les plus persistants de l'histoire américaine. Notre mission, ce n'est pas seulement de raconter ce qui s'est passé dans cette petite ville, Kecksburg, en Pennsylvanie, mais de comprendre comment un événement aussi largement observé a pu rester une énigme aussi tenace 60 ans plus tard. Et c'est ça qui est fascinant dans cette affaire. On a un phénomène de masse, un spectacle céleste vu par des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Et pourtant, toute l'énergie du mystère, toute la légende va se concentrer sur un tout petit point sur la carte. Un bois à la sortie d'un village de Pennsylvanie. C'est vraiment l'histoire de la transformation d'un événement public en un secret très privé. Oui, et ce qui est incroyable, c'est que ça démarre de la manière la plus humaine possible. Ça ne commence pas avec l'Air Force ou la NASA, mais avec un jeune garçon qui joue dans son jardin à Kecksburg. Il voit l'objet pas seulement comme une traînée dans le ciel, non. Il le voit descendre, manœuvrer entre les arbres et s'écraser dans le bois juste à côté. Il court prévenir sa mère, et c'est elle qui, inquiète, va passer le premier coup de fil. Mais pas seulement à cause de ce que son fils a vu. En regardant par la fenêtre, elle voit quelque chose qui, d'après nos sources, a vraiment interpellé beaucoup de monde. Une étrange fumée bleue, presque des filaments, qui montaient lentement d'entre les arbres. Ce détail est absolument fondamental, vraiment. Si elle avait parlé de fumée noire, d'un début d'incendie, la réaction aurait été standard. Les pompiers, un feu de forêt, un crash d'avion peut-être. Exactement, mais la mention de filament bleu, ça change tout. C'est un détail sensoriel si spécifique, si inhabituel que ça teinte immédiatement l'événement d'une aura d'étranger. Ce n'est pas un mot qu'on associe à un événement connu, quoi. Du coup, ça crée une urgence mêlée d'inconnus, et c'est ce qui pousse les pompiers volontaires et les premiers curieux à se précipiter sur place sans savoir du tout à quoi s'attendre. Et justement, quand ces premiers témoins arrivent, principalement des pompiers volontaires, quelques habitants, ils se frayent un chemin dans les bois, ils s'attendent sûrement à trouver une carcasse d'avion ou un cratère, mais ce qu'ils décrivent, c'est à des années-lumière de ça. Les témoignages, qui sont recoupés dans nos sources, parlent d'un objet solide, à moitié enterré dans le sol, mais intact. Et sa forme, c'est ça qui marque tout le monde, en forme de gland ou de cloche, de la taille d'une petite voiture, une Volkswagen coccinelle disent certains, fait d'un métal couleur bronze, sans aucune soudure, aucun rivet apparent. Et le détail qui fait tout basculer dans une autre dimension, ce sont les inscriptions. Ah oui? Plusieurs témoins affirment que l'objet portait une sorte de bande à sa base avec des symboles qui ressemblaient à des hiéroglyphes égyptiens. Là, c'est le point de non-retour du récit. Jusqu'ici, on pouvait encore spéculer. Un prototype, un drone, un satellite. Bien sûr. Mais des hiéroglyphes, c'est une description qui ancre l'objet dans la catégorie du totalement inconnu. Un météore n'a pas d'inscription. Un satellite soviétique, même secret, aurait des marquages en cyrillique, probablement. Ces symboles rendent l'objet radicalement étrange. C'est là que l'histoire, pour moi, devient complètement folle. On a donc cette poignée de civils, des pompiers, des habitants, face à cet objet inexplicable. Il faut imaginer la scène, hein. Le chaos, l'excitation, peut-être la peur. Et puis très très rapidement, l'ambiance change du tout au tout. Les sources décrivent l'arrivée de l'armée. Pas une simple patrouille, hein. Non, un déploiement coordonné, efficace. Des camions, des jeeps, des hommes en uniforme qui ont l'air de savoir exactement pourquoi ils sont là. Et c'est ici qu'on assiste en direct à la naissance d'un mythe. C'est l'instant où l'armée arrive et, disons, privatise la réalité. Elle ne récupère pas seulement un objet, elle s'approprie le récit. La première chose qu'ils font, c'est de boucler la zone. Ils repoussent tout le monde. Tout le monde. Même les pompiers, absolument. Les curieux, bien sûr, mais aussi les pompiers qui étaient là les premiers. Et chaque civil qui repoussait devient à cet instant un témoin, non pas de l'objet, mais du secret qui l'entoure. L'acte de dissimulation devient lui-même la preuve qu'il y a quelque chose à dissimuler. Mais attendez une seconde. Des pompiers volontaires sont sur place. Ils pensent gérer une urgence. Comment est-ce que l'armée peut simplement arriver et dire « merci, au revoir, on prend la suite » ?
Est-ce que les sources parlent de tension à ce moment-là? C'est une excellente question. Les témoignages ne parlent pas de violence physique, non, mais d'une prise de contrôle très autoritaire et surtout non négociable. L'armée a l'autorité fédérale. Face à des pompiers volontaires et une police locale, il n'y a pas de discussion possible, quoi. Ils ont établi un périmètre et ils ont été très clairs. La zone est désormais sous juridiction militaire. L'affaire est classifiée et personne ne doit en parler. Cette rapidité, cette efficacité, ça suggère une chose. Soit s'ils s'attendaient à ce que quelque chose tombe, soit ils avaient un protocole d'intervention ultra rapide pour ce genre d'événement imprévu. Dans les deux cas, c'est une réaction qui semble totalement disproportionnée pour une simple météorite, l'explication qui circulera au début. Et après cette prise de contrôle, l'opération est menée à une vitesse folle. Sous le couvert de la nuit, un camion à plateau est amené sur le site. L'objet est treuillé, couvert d'une bâche et emporté vers une destination inconnue. Probablement la base de l'Air Force de Wright-Patterson en Ohio, un lieu déjà célèbre dans la mythologie ovni. Le lendemain matin, à Kecksburg, il ne reste que des traces dans la boue et des dizaines de questions. La machine à rumeurs a dû tourner à plein régime. Oui, quelque chose s'est bien écrasé à Kecksburg, et après analyse de fragments, ils peuvent confirmer qu'il s'agissait des restes d'un satellite soviétique. L'affaire semble enfin résolue. Pas d'extraterrestres, juste un débris de la guerre froide. Une explication. Simple, logique, presque, décevante. Mais c'est là que le mystère, au lieu de s'éteindre, va prendre une nouvelle tournure. Encore plus étrange. Parce que, évidemment, des journalistes, des chercheurs demandent à voir les preuves. Si vous affirmez avoir analysé des fragments, où sont les rapports d'analyse, les documents officiels? Et la réponse de la NASA est stupéfiante. Elle affirme que ces fameux rapports, la preuve même de leurs conclusions, ont été égarés ou perdus dans les années 1980. Il faut y penser un instant. Ils font une annonce officielle en 2005, basée sur des documents qu'ils admettent ne plus avoir depuis près de 20 ans. Ça n'a aucun sens. C'est un argumentaire qui s'effondre sur lui-même. C'est comme dire « je peux vous prouver que j'ai raison, mais j'ai malheureusement perdu la preuve il y a longtemps ». Cette situation est tellement absurde qu'elle attire l'attention d'une journaliste d'investigation, Leslie Keane. Elle ne se contente pas de cette excuse. Elle décide d'utiliser la loi américaine sur la liberté d'information, le fameux Freedom of Information Act, pour forcer l'agence à s'expliquer. Elle intente un procès à la NASA. Et c'est un véritable bras de fer juridique qui s'engage. Kane et son équipe argumentent que la NASA ne peut pas déclarer une affaire classée tout en affirmant avoir perdu les preuves. C'est contradictoire. Ils exigent que l'agence mène une recherche exhaustive dans ses archives, et contre toute attente, un juge fédéral leur donne raison et ordonne à la NASA de chercher ces documents. C'est une victoire immense pour la transparence. Une victoire de courte durée, malheureusement. Après des mois de recherche, la NASA revient devant le tribunal et déclare que la localisation des documents reste, je cite, indéterminée. C'est un cul-de-sac. Le système produit la réponse la plus bureaucratique et la plus frustrante possible. L'enquête officielle lancée par une action en justice se heurte à un mur de brouillard administratif. Et de ce mur émergent deux grandes théories, bien expliquées par nos sources. La première, c'est celle de la dissimulation intentionnelle, l'idée que les documents n'ont jamais été perdus, mais qu'ils ont été délibérément détruits ou cachés dans des archives si secrètes qu'aucune recherche ne pourra jamais les trouver. La seconde théorie, c'est celle de l'erreur administrative. Certains suggèrent que Leslie Keane a poursuivi la mauvaise agence. Ce n'était pas la NASA qui était aux commandes en 65, c'était l'US Air Force. Logiquement, les rapports devraient se trouver chez eux, pas à la NASA. Mais au final, que ce soit une dissimulation active ou une simple erreur de classement entre agences, le résultat pour le public est exactement le même, une opacité totale. Exactement. Et c'est peut-être le point le plus important. L'explication officielle de 2005, celle du satellite soviétique, elle n'est soutenue par aucune preuve tangible et accessible. Elle repose sur la foi en une déclaration dont les fondements ont disparu. Cette situation ne fait qu'alimenter le feu de la suspicion, forcément. Le vide créé par l'absence de faits est immédiatement comblé par toutes les spéculations possibles parce que le récit officiel est littéralement incroyable. Donc, si on récapitule, on se retrouve avec une histoire qui a tout d'un scénario de film. Un spectacle céleste vu par des milliers de personnes. Un objet physique au sol, avec cette forme de gland, ces inscriptions énigmatiques, vues par des témoins crédibles. Puis, une intervention militaire ultra rapide qui confisque l'objet et le récit. Et pour couronner le tout,
40 ans plus tard, une explication officielle qui s'autodétruit parce que les preuves se sont volatilisées. Si on prend un peu de recul, l'affaire de Kecksburg devient une étude de cas parfaite. Une leçon sur la manière dont le secret, les contradictions, le manque de transparence des institutions peuvent transformer n'importe quel événement en un mystère indestructible. L'intérêt ne réside plus seulement dans la nature de l'objet, mais tout autant dans la gestion catastrophique de l'information qui a suivi. La manière dont l'histoire a été cachée est devenue le cœur même de l'énigme. Le contenu est devenu plus mystérieux que le contenu. Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière réflexion, une question qui reste en suspens. La véritable énigme, aujourd'hui, n'est peut-être plus de savoir ce qui s'est écrasé en 1965. La question la plus pertinente est peut-être pourquoi, 60 ans plus tard, des réponses claires semblent toujours hors de portée. Pourquoi déployer autant d'efforts pendant si longtemps pour maintenir cette opacité ? Si c'était un satellite soviétique, les documents seraient aujourd'hui des archives historiques, déclassifiables sans grand risque. Si c'était un simple météore, les dossiers seraient d'un ennui mortel. La persistance du secret suggère que la vérité, quelle qu'elle soit, est jugée plus embarrassante ou plus complexe que toutes les théories qu'on a pu imaginer. Que protège-t-on avec une telle obstination ? C'est peut-être ça le vrai mystère de Kecksburg. Plus de podcasts, plus de replays en cliquant sur rejoindre.